Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h. Alors vous pouvez aborder tous les thèmes que vous souhaitez dans la mesure où c'est vous qui composez entièrement le programme de cette libre antenne en appelant dès maintenant le 3921. Je vous rappelle d'ailleurs que le standard de l'émission ouvre tous les soirs dès 22h30. Vous y serez accueillis par Quentin et Assiba avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise l'émission, et à tout moment vous pouvez intervenir par courriel sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 21 21 code nuit 39 21. Je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Mélissa. Bonsoir. Bonsoir. Alors Mélissa, vous m'avez envoyé un long mail. Pourtant, j'ai essayé d'être brève. Ben oui, mais c'est compliqué, hein, une fois qu'on est parti et qu'on cherche un peu à expliquer sa situation. Alors dans ce mail, vous me précisez que au cours d'un stage professionnel en Angleterre, vous avez rencontré au sein de la famille d'accueil qui vous hébergeait un autre étudiant. Voilà. Dont vous êtes tombée éperdument amoureuse. Voilà. Hein, je vous cite. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Et je vous laisse poursuivre après. Voilà. Et donc, en fait, c'est une histoire assez accessible dans le sens où on n'est pas sortis ensemble, dans le sens où dehors, comme un couple entre guillemets normal, parce qu'on avait chacun notre vie, nos horaires. Et qu'en plus, on était dans une famille d'accueil où on était 11, en comptant la famille d'accueil et les autres étudiants. Ah bon? Oui. Oui, donc beaucoup d'étudiants. Oui. Ouais, c'était des conditions d'hébergement assez difficiles. Rudimentaires, oui. Pardon? Rudimentaires? Oui. C'était pas facile, donc aucune intimité. Et donc, il y a toujours eu une complicité entre nous, ça c'est clair dès le premier jour. Ça a très bien fonctionné entre nous, mais il y a jamais eu de signes démonstratifs en fait. Pour moi, c'était plus par respect par rapport à la famille et aux autres étudiants, et puis parce que dans ce cadre-là, une des règles des conditions d'hébergement, c'est que il ne doit pas y avoir de rapport trop intime en fait avec les autres étudiants, ou encore moins la famille. Alors justement, pourquoi vous ne sortiez pas à l'extérieur? Justement, je sais pas. Je sais pas si ça nous est pas venu à l'idée, ou si on savait que de toute façon, moi je partais la première, je rentrais en France la première. Est-ce que on n'avait pas plus envie de s'investir? Je peux pas trop l'expliquer en fait. Vous vous êtes côtoyés pendant combien de temps dans cette famille d'accueil? Ah oui, c'est très court. C'est très court. Oui, c'est très court. Je pense qu'au fond, on avait juste envie de vivre l'instant présent et c'est tout quoi. Oui, mais un mois, il faut dire que c'est court, hein, le temps de faire connaissance. Voilà. Oui. Oui, vous étiez déjà repartis. Voilà, c'est ça. Mais il s'est passé quelque chose quand même entre vous. Ah oui, c'est passé quelque chose. Bon, c'était pas évident, mais c'est quand même passé. Vous avez flirté. Oui. Et donc, deux, trois soirs avant mon départ, je suis allée le voir dans sa chambre. C'était le seul qui avait sa chambre pour lui tout seul. Oui. Tous les autres ont partagé notre chambre. Et donc, je suis partie le voir et je lui ai dit, ce qu'il en était, que j'étais tombée amoureuse de lui et que, que ça me faisait mal de partir et tout ça. Et il m'a rien dit, en fait. De toute façon, il m'a jamais rien dit. Il m'a juste pris dans ses bras et puis c'est tout. Quand même. Voilà, il m'a pris dans ses bras et
bon voilà. Après, on avait fait une dernière soirée entre étudiants français. Il n'est pas français, lui. Non, il est saoudien. D'accord. Et donc à cette soirée, chaque étudiant avait proposé aux autres étudiants de la famille d'accueil, parce qu'on n'était pas les seuls à être hébergés avec d'autres étudiants. Oui. S'ils voulaient venir, parce qu'on s'entendait tous bien. Oui. Et donc j'ai proposé, il m'a dit oui. Enfin, je lui avais proposé avant de lui dire en fait ce que j'éprouvais pour lui. Et donc suite à ce que je lui ai annoncé, il ne voulait plus venir à cette soirée. Il m'a dit qu'il se sentait mal à l'aise. Bon. Et finalement, il est quand même venu. Il nous a rejoints. Il a loué un taxi pour venir nous rejoindre. Oui. Il est resté même pas 1 heure. Il est rentré. D'accord. Et il m'a dit, écoute, si je viens, c'est pour toi. Puis, et il est rentré. Voilà, donc après, jour de départ est arrivé. Moi, je pleurais comme une madeleine. On s'est dit au revoir. Et puis, pareil, toujours rien de son côté, rien de plus. Et quand je suis rentrée en France, je lui ai envoyé peut-être 2-3 textos en 2 mois. Ouais, en 2 mois. Je voulais pas trop... oui, c'est pas beaucoup. Pas trop insister. Oui. Donc, comme il m'a jamais rien dit, je savais pas trop non plus de son côté. Oui. Bon, il m'a toujours répondu, ça, mais sans plus, c'était très banal. Je lui demandais ce qu'il devenait, il me répondait, il me demandait moi, et puis voilà. Okay. Jusqu'au jour où j'en ai eu marre, je me suis dit je sais pas trop à quoi m'en tenir avec lui. Donc mi-juillet, je lui ai envoyé un dernier texto en lui posant un ultimatum. J'ai été volontairement excessive en lui disant, je lui ai dit que depuis que j'étais rentrée, j'arrivais pas à l'oublier, mais que j'avais besoin d'avancer et que j'étais prête à tout quitter pour lui. Donc, mais volontairement, parce que je me suis dit, il va avoir peur. Oui. Il va me répondre que je suis complètement cinglée. Il m'a rien répondu. Et je me suis dit, voilà, c'était pas partagé, je fais ma vie maintenant. Vous aviez réussi votre effet, c'est-à-dire que vous lui avez fait peur. Ah oui, et là, du coup, même pas en texto, rien. Et samedi dernier, il m'a appelé. Alors, vous êtes rentré en France quand, pour constituer un peu fin mai. Fin mai, d'accord, ouais. Fin mai. Et donc là, fin mai, donc jusqu'à mi-juillet, j'ai envoyé 2-3 textos. Et puis après, plus rien, j'ai enlevé son numéro de mon téléphone. Plus de nouvelles en juillet, vous vous êtes dit, c'est rappelé, c'est pas la peine, ok. Voilà. Et là, un appel de sa part samedi. Donc, il est toujours en Angleterre, lui. Il m'a appelé samedi. Et alors déjà, il a commencé à me parler en français, donc j'étais très étonnée. Agréablement, mais... Vous parliez en anglais, là-bas? Oui, on parlait anglais. Et il connaissait pas un mot de français. Donc il m'a appelé, il a commencé à me parler en français, et puis après il m'a dit, écoute, je t'appelle pour te dire bonjour, pour savoir comment tu vas. Des choses assez bateaux. Et puis il m'a dit, j'étais en train de relire un de tes messages. Et puis il m'a demandé, il m'a dit, tu m'avais pas dit que tu reviendrais en Angleterre, parce qu'il m'avait posé la question, et je lui avais dit, écoute, j'ai un appartement à gérer en France, donc il faut déjà que je me débarrasse de mon appartement. Et puis, je peux pas revenir comme ça, il faut que j'économise de l'argent pour les premiers temps. Donc, je lui ai redit au téléphone. Et je lui ai dit, et toi, tu devais pas venir en France parce que sa formation se termine là, octobre-novembre. Oui. Et il voulait venir en France pour la fin de l'année. Et il m'a dit, si, mais pour l'instant, je peux pas, mais je désespère pas. Et puis, c'est tout. Et après, il devait raccrocher parce qu'il appelait d'un portable d'un copain. Parce que je lui ai demandé, du coup, comme j'avais plus son numéro, je lui ai demandé si c'était son numéro. Il m'a dit non, c'est le téléphone d'un copain. Et je lui ai demandé si je revenais en Angleterre, si je pouvais l'appeler. Il m'a dit bien sûr, puis je viendrai te chercher. Oui. Et voilà, c'était la fin de la conversation. Et donc, depuis samedi soir, je retourne ça dans ma tête et je me dis, mais je comprends pas son coup de fil après 3 mois, sachant ce que j'éprouve pour lui. Lui, il me dit toujours rien. Mais, visiblement, il n'a pas non plus envie de couper le contact. Donc, je sais pas trop à quoi m'en tenir, quoi.
Voilà. Et donc c'est pour ça que je vous appelle, parce que j'ai demandé à 2-3 copains, du coup, comme c'est des hommes, je me suis dit ils vont peut-être pouvoir m'avancer. Et ils m'ont dit, écoute, un homme ne rappelle jamais une femme s'il en a rien à faire. Ça lui vient même pas à l'esprit. C'est vrai, mais en même temps, comme vous le soulignez, c'est quand même 3 mois après. Voilà, c'est 3 mois après, quoi. Donc. Et où il reste quand même très, comment dire, très distant. Enfin, pas distant, pas forcément distant, mais pas très intime. Alors en même temps, c'est une reprise de contact. Bon, ça montre qu'il pensait à vous à ce moment-là. Ouais. Que pour la première fois, il prenait l'initiative, semble-t-il, de la relation. Ouais. Et qu'il exprimait un désir, je dirais, indirect de vous revoir quand il vous dit tu ne devais pas revenir en Angleterre. Mais c'est vrai que là aussi, il se mouille pas trop. Hein. C'est pas vraiment je serais heureux de te revoir, tu me manques ou j'aimerais. Voilà, c'est tu devais pas revenir. Bon, ça reste. Donc. C'est vrai que par rapport à ce que vous aviez ressenti, l'intensité, il y avait un décalage, hein, indéniablement. Ouais. Et vous lui avez pas demandé d'ailleurs, vous étiez surprise, mais qu'est-ce qui fait qu'il vous rappelle au bout de 3 mois? Honnêtement, j'ai pas eu ce réflexe-là. Oui, vous étiez surprise. Vous étiez surprise par son appel. Oui. Donc c'est vrai qu'après, c'est après que j'ai réagi. Mais j'étais très très surprise. Et puis c'est vrai que c'est quelqu'un qui n'a jamais été démonstratif aussi. Donc je sais pas. Je sais pas. Est-ce que ses sentiments sont pas partagés? Est-ce qu'ils sont partagés mais qu'il n'arrive pas à le dire? Est-ce que, vu sa culture, de toute façon, c'est pas possible. Je sais pas du tout, quoi. Mais le problème, c'est qu'il parle pas, quoi. Il parle. Bon, il faut dire une chose aussi, Mélissa, c'est que vous vous êtes quand même très très vite emballée. Ouais. Parce que vous l'avez connu un mois, ce garçon. Vous vous sentiez proche de lui, vous avez flirté et puis vous êtes quitté, vous l'aviez beaucoup dans la tête et au point d'avoir envoyé ce SMS où vous le dites vous-même, vous avez été volontairement très excessive au point de créer, vous avez presque provoqué une rupture parce que vous ne supportiez pas au fond le fait qu'il ne se manifeste pas. Donc vous provoquiez le fait de lui dire que vous alliez tout quitter pour le rejoindre en Angleterre. Qu'est-ce que vous vouliez qu'il vous réponde, voyez? Parce que c'est vrai que quand vous quittez en partant là pour revenir en France, vous auriez pu vous dire je vais venir te voir ou quand est-ce que tu reviens. Il n'y a rien eu d'échangé à ce niveau-là. Non. Peut-être que pour lui, vous avez été une jolie rencontre, mais qu'il ne pensait pas qu'il y aurait forcément de suite. Ouais. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi il rappelle, sachant les sentiments que j'éprouve pour lui, quoi. C'est assez cruel. Pour moi, c'est assez cruel, quoi. Parce que moi, je rappellerai pas la personne. Donc, visiblement, vous lui plaisiez quand même, hein. Sinon, il n'y aurait pas eu ce flirt avec vous. Il vous appréciait. Donc il a pu à un moment effectivement tomber sur un de vos messages, penser à vous à ce moment-là et avoir envie de vous rappeler, d'avoir de vos nouvelles, mais sans que ça ait les mêmes conséquences que pour vous. Vous tout de suite, ça rallume la flamme, ça, voyez, vous cogitez, vous me dites dans votre mail que vous êtes très mal. Lui, on peut penser qu'il est pas du tout dans cet état-là. Hein. Enfin, je me trompe peut-être, mais ça, il y a vraiment une différence, un décalage entre vous. Mais à sa décharge, vous êtes très vite enflammé quand même. Hein. Oui, c'est vrai.
Bon, alors après, ça se commande pas. Mais parce que on peut se demander quand même, Mélissa, si au fond vous ne lui aviez pas envoyé de SMS entre le mois de mai et le mois de juillet, est-ce que lui se serait manifesté ? On ne sait pas. Personne ne peut répondre à cette question. Ouais. Mais c'est vrai qu'il s'est pas montré très empressé à ce moment-là. Non. Et alors, c'est pas comme si vous l'aviez bombardé de SMS. Là, on pourrait dire, vous lui laissiez même pas le temps de vous désirer, d'être dans le manque. Ouais. Vous n'arrêtiez pas, vous, de le contacter, de l'appeler. Or, entre le mois de mai et le mois de juillet, vous lui en avez envoyé 2-3, vous me dites. C'est vraiment rien. Or, lui, de son côté, franchement, c'était quand même silence radio. Il répondait, il était correct, il était poli, mais poli, quoi. Ouais. Vous dites, il était pas très intime, il n'était pas très tendre même dans ses SMS, d'après ce que vous me dites. Ça restait assez banal. Non, par contre, il y a un truc qui m'a frappé aussi, quand il m'a dit au revoir, il m'a dit salut bébé. Donc là, est-ce que c'était un moyen, enfin bon, moi je dirais pas ça à n'importe qui. Oui, alors il y a Brigitte qui dit effectivement était-il tendre au téléphone, mais bon. Moi, j'ai tendance à toujours me méfier des petites appellations comme ça, parce qu'après, on s'accroche à des petits mots doux. Mais vous savez, il y a aussi des personnes, hommes ou femmes, qui ont vite tendance à avoir des mots comme ça, mais qu'ils utilisent un peu avec tout le monde, hein, parfois. Ouais, et d'autres qui ont plus de mal à utiliser des mots tendres et qui, pour autant, ressentent réellement un élan amoureux. Alors il y a Josette qui dit faut pas oublier qu'il est d'une culture différente et dans son pays ça ne se passe peut-être pas comme ça. Certes, mais enfin ça n'empêche pas d'envoyer un petit texto pour dire qu'il pense à vous et que vous lui manquez. Bah c'est ça quoi, je suis assez Alors il y a Sergio qui dit contrairement à vous, lui avait gardé votre numéro. C'est peut-être bon signe. Le subversif dit le charme de l'ailleurs décuple tous les fantasmes. Votre quotidien vous déçoit-il au point de vous évader dans cette pseudo-idylle ? Oh non, parce que c'est pas du tout le genre de personne vers qui je me serais tournée. Enfin, qui comment dire. Non, au contraire, en général, je me méfie parce que je sais que qu'il n'y a pas d'avenir. D'ailleurs, c'est lui qui est entre guillemets qui est venu me chercher parce que même s'il me plaisait, je me suis dit ça sert à rien quoi. Enfin, je savais que je repartais un mois après, je savais pas du tout ce qu'il allait en être de la suite quoi. Mais c'est lui qui est venu quoi. Après ça s'est plus ou moins passé rapidement. Ça s'est pas passé rapidement compte tenu du fait qu'on est resté qu'un mois. Donc ça s'est passé le jour même. Mais ça s'est passé plus rapidement qu'une relation où on sait qu'on a tout notre temps, bien évidemment. Et il y avait, même si on n'était pas démonstratif, tout le monde avait remarqué qu'il y avait quelque chose. Ça c'est. Oui, mais tant que vous étiez présente. Ouais. Voyez-vous, une fois même s'il n'était plus là, vous pensiez toujours beaucoup à lui. Lui, peut-être, une fois que vous n'étiez plus là, continuer sa vie, enfin, semble-t-il, ne ressentait pas le manque de la même façon. Ça veut pas dire que il n'était pas sincère au moment où vous avez vécu cette rencontre. Mais il ne l'a pas investi de la même façon que vous. Je pense qu'il ne l'investit pas de la même façon que vous. Même si il serait certainement heureux de vous revoir, mais il n'est pas dans les projections comme vous. Après tout, voir s'il est à même de s'investir, de se projeter, proposez-lui pour si lui peut venir vous voir. Vous verrez ce qu'il est capable de faire. Oui, c'est vrai. Parce que sinon, c'est encore vous qui allez vers lui. Moi, je le laisserai plutôt venir. Hein. Voir quelle est un peu sa motivation. C'est ce que je me dis aussi, parce que là, j'hésitais entre le recontacter. Non, et puis, je me dis, son téléphone, il a pu le prendre une fois, donc il est capable de le prendre une deuxième fois, si vraiment il ressent un Exactement, oui. Mais c'est dur, parce que on m'a fait en lit...
c'est de l'entendre, de lui parler, mais bon, après tout... Écoutez, il a su vous appeler, hein, donc... Je l'ai dit, donc il est capable de faire une deuxième fois. Exactement. Ouais. Oui, il vous appelle quand même 3 mois après, hein. Donc vous n'allez pas non plus accourir dès qu'il vous appelle. Voilà, c'est exactement aussi ce que je me disais. Je me dis, il faut qu'il se batte un petit peu, quoi. Quel âge avez-vous tous les deux? Moi, j'ai 28 ans et lui, il en a 27. Ah oui, quand même, en plus. Hein. Je sais très peu de choses de sa vie, parce que c'est pareil, on n'en a pas trop discuté. On en a discuté le premier jour où on a fait connaissance, où il me demandait pourquoi j'étais venue, enfin, un petit peu quels étaient mes objectifs. Et quand, vers la fin, il m'a dit qu'il avait été marié pendant 7 ans. Le peu que j'ai pu voir par rapport à son attitude, c'est que qu'il voulait changer de vie, qu'il a quitté son pays parce que... Et c'est quelqu'un qui est issu aussi d'un milieu aisé, ça se voit, hein. Il est pas du tout ostentatoire, mais ça se voit qu'il a une certaine éducation. Et, Oui, mais Mélissa, comme vous dites, vous connaissez très peu de choses de lui. Ouais, voilà. C'est pas en un mois qu'on peut prétendre connaître quelqu'un. Ouais. Vous avez projeté beaucoup sur cet homme. Oui. Beaucoup trop, semble-t-il. Hein. Ça me fait penser un peu à une histoire de vacances. Vous voyez, c'est comme une relation de vacances où d'un coup vous rencontrez quelqu'un et après vous fixez là-dessus et vous vous arrêtez là-dessus, quoi. Mais lui, visiblement, n'est pas dans les mêmes projections et dans les mêmes attentes. Alors vous revoir, certes, ça lui sera agréable, ça lui ferait plaisir, mais il manifeste pas le même empressement. Ouais. Sinon, je suis désolée, mais on met pas 3 mois avant de rappeler. C'est ça. Hein, il y a aussi l'effet quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Il y a Petite Plume qui dit, il a peut-être gardé un beau souvenir de vous, mais quant à vos sentiments, il ne réalise peut-être pas la portée de ceci. Bon, et dans un sens, tant mieux. Hein. Tant mieux, tant mieux. Mais ça sert à rien. Écoutez, vous n'allez pas non plus lui dire, je meurs d'amour pour toi et tu me fais souffrir. Et enfin, ça va. Il faut pas non plus en rajouter. Voyez, il vous doit rien non plus. Non, non. Voyez, il vous doit rien, ce garçon. C'est pas parce que vous avez eu un coup de cœur pour lui, il vous a rien promis. Non. Hein? Bon, non. C'est... Voilà, vous avez eu un coup de cœur pour lui, mais là où il a été honnête, dans un sens, c'est qu'il ne vous a rien promis. Oui, c'est vrai. Bon, alors après, vous avez projeté beaucoup de choses autour de lui, mais je pense un peu trop, à mon avis. Hein. Oui, donc vous mettez, je l'oublie, quoi. Vous verrez bien, vous pouvez avoir une bonne surprise, mais je pense que il faut le laisser venir. Oui. Lui courir après, de toute façon, ne servira à rien. Je pense que ça serait fuir. De toute façon, c'est évident. Et puis vous seriez toujours dans l'incertitude de dire est-ce qu'il est amoureux de moi? Est-ce que, vous voyez, vous seriez toujours dans ce questionnement-là, puisque c'est vous qui feriez tout. Or, une histoire, on peut pas la vivre seule, la construire seule, hein. Alors Sandra dit attention, il est oriental, les rapports hommes-femmes sont différents, ce garçon doit être très timide et inexpérimenté vis-à-vis des femmes. Bon, ça, on n'en sait rien, hein, on n'en sait rien. Sandra dit elle doit garder le contact et y aller doucement, elle doit se poser la question aussi, n'y aurait-il pas une fiancée chez lui? Il est peut-être perdu entre une promesse et Mélissa, je lui conseille d'y aller plus doucement. Agnès dit cet homme ne sait pas ce qu'il veut. Est-ce souhaitable de se poser autant de questions dès le départ? Faites seul le choix. N'attendez pas qu'il le fasse. Voilà. Moi, c'est vrai que j'aurais aimé avoir l'avis. Je pense que vous êtes assez objective, hein, mais quelqu'un qui connaît, c'est vrai que c'est une culture qui est complètement méconnue pour moi. Et attention de ne pas vous réfugier derrière des choses peut-être qui vous arrangeraient actuellement. Parce que bien sûr que
je pense que actuellement vous cherchez toutes les raisons pour justifier le fait que cet homme ne vous ait pas rappelé jusqu'à présent. Alors là, en l'occurrence, oui, vous pouvez évoquer la culture. C'est Annie qui envoie un message au 7 21 21 en disant la notion de temps est différente dans sa culture. Oui, on pourrait chercher de ce côté-là. Mais moi, je pense que quelles que soient les cultures, à un moment, quand on est amoureux et qu'on est dans le désir, on se manifeste. Oui, mais c'est ce que je me disais aussi. Hein, on va pas me faire avaler que chez eux, ils disent pas, ils se le montrent pas un minimum, quoi. Mais voilà. Mais je comprends que vous cherchiez toutes les choses qui pourraient justifier de quelque chose. Ouais. Bon, moi, ce qui m'ennuie, c'est que je vous sens vous tellement en attente et que lui vous lui avez plu et vous seriez sur place. Peut-être que l'histoire aurait pu démarrer lentement, mais doucement. Mais là, on vous sent dans une telle attente, vous fantasmez tellement sur cette histoire autour de quelqu'un finalement que vous ne connaissez que très peu. C'est vrai. Donc, parce que vous dites que vous y avez été volontairement excessive dans le dit je suis prêt à tout quitter pour te rejoindre. Mais au fond, vous voyez, quand vous dites j'ai un appartement à gérer, je dois économiser avant pour faire face aux premières dépenses une fois sur place là-bas. Enfin, on a l'impression que il faudrait pas vous pousser trop pour que vous partiez, quoi, le rejoindre et quand même ce garçon, vous l'avez vu un mois. Enfin. Je suis désolée d'être un peu... Non, mais c'est ce qu'il faut. Vous voyez, de vous ramener un peu sur terre, mais il faut être un peu... remettre un peu les choses quand même dans le contexte, là. Parce qu'il y a un décalage entre vous. Oui. Bon. Laissez-le revenir. Vous pouvez être agréablement surprise. Mais que lui, à ce moment-là, exprime un petit peu plus son désir. Vraiment. D'accord. Je crois, dans ces cas-là. C'est toujours bon de le laisser un peu qui se manifeste. Il est en mesure de le faire, à mon avis, quelle que soit sa culture. C'est un grand garçon. Oui, exactement. Ouais. Exactement, D'accord. Mélissa. Désolée, je vous dis pas ce que vous aimeriez entendre, mais bon, voilà, je vous donne mon point de vue. D'accord, merci. Merci Mélissa de votre appel. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Il y a des messages encore qui arrivent au 7 21 21 pour Mélissa. Petite plume qui dit, c'est vrai que ce garçon semble rester très à la surface et que si on a le désir de voir quelqu'un, on n'attend pas 3 mois. Annie, elle pense que pour clarifier les choses, il faudrait le revoir. Inès, que quand on est amoureux, bien c'est comme quand on souffre, c'est partout pareil, quelle que soit la culture. Ninon qui dit, il est poli, correct, mais sans plus. Il faut vous y faire, dit-elle. Et puis le subversif dit en tout et pour tout 1 mois d'histoire, la rêverie anglo-saoudienne semble hautement addictogène, il faudrait vous sevrer. Et puis Jean-Louis qui dit pourquoi ne pas avoir vécu à fond ce flirt pendant que c'était possible. Bon, bonne question. Et puis Julie qui me pose une question qui dit pensez-vous qu'une relation amoureuse puisse fonctionner si l'attachement est là ? Alors, j'avoue, Julie, que votre question me laisse perplexe et que j'aimerais bien en parler avec vous. Vous pouvez m'appeler au 39 21 parce que vous semblez dire que c'est antagoniste, le lien amoureux, l'élan amoureux et l'attachement. Donc, je ne sais pas trop quoi vous répondre. J'aimerais mieux en parler avec vous parce qu'en général, il y a aussi de l'attachement ou alors on est dans le désir à l'état brut et pourquoi pas. Si on est dans le désir, il n'y a pas forcément d'attachement. Vous avez raison. Et puis je voulais faire un petit clin d'œil amical à Jules Antoine qui vient de m'envoyer un mail sur europe1.fr et qui est un fidèle auditeur depuis plusieurs années. Et Philippe nous écrit à propos d'amour en disant qu'il a écouté hier soir et la belle rencontre entre Yvon et Isabelle qui se sont connus par le biais de l'émission. Il dit il est tellement difficile de faire de belles rencontres en ces temps. Beaucoup souhaiteraient vivre ce genre d'histoire, à commencer par le rédacteur de ces quelques lignes. Bonne chance à Isabelle et Yvon, nous dit Philippe. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous remercie de m'accueillir à l'antenne. Mais je suis ravie de vous accueillir. Je vous remercie. Donc pour moi c'est la première fois que j'appelle. Ça fait quelques temps que j'écoute votre radio. Oui, c'est merci. Très agréable. Et donc voilà. Donc moi en fait, comme j'expliquais à votre collègue, j'ai 26 ans. J'habite la région parisienne, dans le 13e arrondissement. Et voilà. Et donc il y a 2 mois, j'ai revu. Je savais que je le voyais un petit peu avant, mais vraiment un copain à moi, un copain un peu d'enfance, donc on se voyait quelques fois, et puis il y a 2 mois, dans le métro, on s'est revus. Et en fait, si vous voulez, il était avec une fille, si vous voulez, elle s'appelle Jeanne, elle a 26 ans comme moi. Oui. Et il était avec elle, et c'est vraiment, c'est-à-dire presque le coup de foudre. Elle m'a plu tout de suite. Oui. On a parlé un peu ensemble. Ça peut arriver, hein. C'est la première fois que ça m'est arrivé, quoi. Et donc elle est descendue, lui est descendu un peu avant dans le métro, et on est restés tous les deux. Et on est allé, et puis en plus on est descendus en même temps tous les deux ensemble. On est partis, et donc finalement j'ai vu qu'elle travaillait pas loin de mon entreprise. Donc je travaille. Donc c'est vrai que c'était, on se voyait pas souvent, mais on s'est vu après quelques fois. Oui. Un peu des fois en plus, souvent par hasard. Et elle m'a plu. À chaque fois qu'on se voyait, elle me plaisait. En plus, donc, on a un sujet en commun, c'est la Formule 1. Elle aime bien, elle adore la Formule 1, j'adore. Ah bon? Ouais. Ça va étonner pour une fille. C'est vrai que c'est très rare, les femmes qui aiment bien la voiture, la Formule 1. Et bon. On de jolies femmes, hein, sur les circuits de Formule 1, mais bon. Oui, en plus. Et elle aussi. Jolie femme pour être sur les circuits de Formule 1. Mais vraiment, une fille très, très agréable à entendre, vraiment très jolie, intelligente. J'ai vraiment craqué sur elle. Et donc la semaine prochaine, je l'ai invitée au restaurant. J'ai reçu par des amis, il y a pas longtemps, c'était mon anniversaire, de place, je sais pas comment ça se fait, ils ont réservé une table pour moi au Hilton, sur l'Arc de à l'Arc de Triomphe. D'accord. Et donc pour 2 places. Et donc je l'ai invité. Sauf que j'ai appris hier soir, j'ai rappelé, si vous voulez, mon pote Jérémy. Mon pote qu'on avait vu au métro. Oui, c'est la première fois que vous l'aviez rencontré, elle était avec cette amie. Voilà. Voilà. Et elle m'a dit, je lui ai dit, donc, je l'avais invité pour la semaine prochaine au restaurant, qu'elle avait accepté. Oui. Sauf que ce que je ne savais pas, je lui avais jamais posé la question, mais j'avais vraiment pas voulu le savoir. Pas peur, peut-être. Et là, donc, je le sais, elle n'est pas célibataire. C'est Jérémy qui vous l'a dit? Voilà. Il m'a dit, par contre, se fait pas trop d'idées, elle est pas célibataire. Oui, écoutez. Donc, elle est pas mariée non plus. Elle est pas mariée, mais d'un côté, ça me gêne. D'aller, pour moi, la semaine prochaine, c'est vraiment lui dire qu'elle me plaît. Je veux lui, c'est comme si elle me hantait, vraiment, je pense à elle vraiment souvent. J'ai envie de lui dire qu'elle me plaît, que vraiment, oui, voilà, c'est... écoutez, vous n'êtes pas obligé de le savoir, Thomas. Vous pouvez tenter votre chance, hein. C'est vrai que d'un côté, Vous n'êtes pas obligé de savoir quelle est sa vie. C'est vrai. Vous allez dîner avec elle? On va dîner ensemble, oui. Elle a accepté. Écoutez... Elle vous connaît pas tellement, elle accepte de dîner avec vous. Attention, hein, parce que ça a l'air d'être affreusement machiste, ce que je suis en train de dire, et je voudrais pas qu'il y ait une confusion, genre, elle accepte de dîner. J'ai des garçons en régie, là, vous verriez les sourires de loup qu'ils ont. Genre, ça y est, elle accepte de dîner avec vous, elle est à moitié dans votre lit. J'ai pas dit ça. On peut aller dîner avec un homme sans pour autant se retrouver dans son lit, si cet homme est courtois, gentleman et tout. Et à moins qu'on en ait très envie, et alors là, il y a aucun souci. Mais non, mais c'est pas, voilà, je veux dire, elle accepte de dîner avec vous. Bon, peut-être que elle vous trouve très sympathique, qu'elle, voyez, c'est une femme libre, je m'entends, hein, elle est avec quelqu'un, mais c'est pas parce qu'elle va dîner avec un homme que tout de suite elle se dit oh là là, elle y voit malice. Bon, maintenant Thomas, vous n'êtes pas obligé
Après tout, on vous a dit qu'elle n'était pas célibataire, vous n'êtes pas censé le savoir. Chacun joue sa partie, hein. Elle vous plaît, à vous d'être suffisamment subtil, et puis vous voyez un peu comment ça se passe dans ce dîner, comment elle se comporte avec vous, sur quel terrain se place la discussion, aussi l'échange. Est-ce que je peux lui demander, c'est vrai que je lui ai jamais demandé, est-ce que vous croyez que je peux lui demander pendant le repas si elle a quelqu'un dans sa vie? Bon, bien sûr que vous pouvez lui demander. Oui. Mais je trouve que c'est un peu... il faudrait le demander de façon moins nette, moins claire, je trouve. Oui. Enfin, que vous ayez l'info, mais pas comme ça, parce que ça a l'air de dire si c'est oui, si c'est non, voilà, je me place, voyez, sur parmi les concurrents possibles. Il faut plus amener les choses plus en douceur. Non ? D'accord, ouais, je comprends, mais c'est vrai que ça... Vous allez voir comment s'oriente la conversation et vous pouvez l'orienter. D'accord. Si vous avez une conversation où pendant 2 heures vous parlez boulot, ça va être compliqué, j'espère pas pour vous. Mais vous pouvez avoir sur un registre un peu plus intime et peut-être que d'elle-même elle va vous dire mon ami ou mon fiancé. Vous voyez, peut-être que d'elle-même elle va parler de cet homme. De mon côté, c'est vrai que ça me... On va en parler, on va continuer à en parler après les infos. J'espère qu'elle est pas à l'écoute, sinon vous êtes grillé, mon pauvre Thomas. Non, je ne pense pas, À tout de suite. À tout de suite, je vous remercie. Juste avant le journal de minuit, nous étions avec Thomas qui est un peu anxieux car il va avoir un dîner avec une jeune femme pour qui il a eu un énorme coup de cœur. Jeune femme, il vient d'apprendre qu'elle n'est pas libre, alors il se demande si lors de ce dîner il peut s'autoriser à chercher à la séduire. Alors, je pense que finalement nous sommes nombreux à nous reconnaître dans cette situation, hommes ou femmes d'ailleurs, à en croire vos messages qui arrivent au 7 21 21 code nuit. Vous êtes nombreux à vouloir conseiller Thomas. Thomas, vous êtes là ? Oui, je suis là, je suis en ligne. Justement, je vais vous les lire tout de suite. Alors, bien sûr, vous pouvez également nous appeler au 39 21, qui est le standard de l'émission, ou nous écrire sur le site europe1.fr. Je vous rappelle que nous sommes encore ensemble jusqu'à 1h et en direct, bien sûr. Alors, des messages qui arrivent. Il y a Petite Plume qui dit « Vous n'êtes peut-être pas obligé, Thomas, de formuler les choses directement. Il est des attitudes, des attentions qui parlent d'elles-mêmes. Légèreté, subtilité, humour et élégance s'imposent. Inutile à mes yeux, dit Petite Plume, de lui demander si elle a quelqu'un dans sa vie, c'est trop lourd. » Voilà. Je suis d'accord. Hein. C'est-à-dire que si je pense, voyez, j'ai plein de garçons ce soir en régie. Alors pendant le journal, je leur ai demandé un peu leur avis. Pensez, j'en ai profité, et ils me disaient qu'effectivement, si elles sentent, et quand même, les femmes sentent en général très vite ce genre de choses. L'ambiguïté, le désir que vous avez, elle va bien sentir que vous êtes dans une démarche de séduction vis-à-vis d'elle. Si elle veut y couper court, oui, d'elle-même, elle va parler de cet homme. D'accord. C'est elle qui en parlera. Vous n'aurez même pas à poser la question. Mais c'est pour moi, en fait. Moi, je suis vraiment gêné. Enfin, je le sais, et pour moi, ça se fait pas. Pour moi, ça ne se fait pas c'est comme si Pourquoi ? Vous le connaissez pas, cet homme ? C'est vrai. C'est pas comme si c'était quelqu'un qui est dans votre entourage que vous connaissez. Ouais. Alors il y a le subversif, lui, qui n'a aucune moralité, décidément, qui dit, mais après tout, parlant de cette jeune femme, son élémentaire probité morale est peut-être complètement inexistante. Alors tentez votre chance. Oui.
Voyez, vous avez peut-être plus de morale qu'elle. Il y a Annie qui vous dit faites table rase de ce que votre ami vous a dit et séduisez la belle. Il y a Brigitte qui dit vous avez eu un coup de foudre, tentez votre chance. Sans état d'âme. Coco qui dit si elle a accepté ce dîner, vous n'avez pas à vous sentir gêné par rapport à son ami. Et Coco qui vous souhaite que tout se passe comme vous le désirez. Je touche du bois. Inès qui dit êtes-vous amoureux? Voulez-vous seulement une aventure sexuelle? Dans ce cas, pourquoi chercher à savoir si elle est seule ou pas? Vous voyez, ils vont plus loin que vous. Oui, mais moi c'est vraiment... j'ai un peu appris à la connaître finalement et elle me plaît de plus en plus, quoi. À chaque fois que je parle avec elle, c'est vraiment... bref, je suis pas sorti avec Bouffin, je suis sorti avec quelques filles quand même, et elle vraiment, c'est une autre, c'est vraiment fit très bien. Et c'est pour ça, oui, vraiment, c'est pour ça que je me pose plein de questions. Alors, Joël vous dit de ne pas trop réfléchir avant une belle rencontre et un bon resto, il faut privilégier la spontanéité. Oui. Jean-Marie vous dit n'écoutez pas ce qu'on vous a dit, allez au bout de vos projets avec elle, allez-y doucement et vous aurez un résultat. Jean-Marie qui vous souhaite bonne chance. Merci. Annie qui dit vous n'auriez pas dû parler à votre copain, gardez-vous de parler de votre vie privée. Ah oui. Oui, vous croyez? Peut-être maintenant. Dans la mesure où il la connaît, je crois que oui, il vaudra mieux éviter de lui raconter comment ça s'est passé au restaurant. Et oui, parce que vous ne savez pas comment ça peut être raconté après. Mais c'est vrai que j'ai un doute. Même s'il ne veut pas vous nuire, même s'il est bienveillant, mais il vaut peut-être mieux être un peu prudent. D'accord. Être vraiment discret sur ce. Je pense, oui. Sergio qui dit au resto, parlez-lui de Formule 1. Dites-lui qu'elle est en pole position dans votre corps, j'allais dire dans votre cœur pour le moment, et qu'elle a le record du tour. Bien. Il y a Lionel qui dit ça dans un sourire, qui dit le tout, Thomas, c'est que ça ne se termine pas dans un Formule 1. Ouais, ça serait un peu... Là, ça serait un peu glauque. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Joël qui vous dit allez, laissez passer la soirée, puis wait and see. Et puis attendre et voir. Oui. Si je traduis bien l'anglais. Et puis, il y avait Régis qui était en régie, qui est toujours en régie, qui disait très justement que finalement, vous auriez tout à gagner à ce qu'elle ait envie de repasser une deuxième soirée avec vous. Mais là, je serais très heureuse. Eh oui, mais il est très stratégique ce Régis. C'est-à-dire que, au fond, même si elle est avec quelqu'un, si votre amie dit vrai, même si elle est avec quelqu'un, vous ne savez pas depuis combien de temps, peu importe, elle peut, elle aussi, à son tour, tomber sous le charme, si elle ne l'est déjà pas. Oui. Elle peut finalement se sentir tellement bien avec vous, succomber et avoir très envie de vous revoir, même si au départ c'est un peu compliqué pour elle. Et être surprise même de cela. Ne pas l'avoir calculé, ne pas se dire, elle peut au départ se dire, je vais rencontrer Thomas, mais de toute façon il se passera rien, je l'apprécie beaucoup, je l'aime beaucoup, mais enfin j'ai quelqu'un dans ma vie que j'aime. Et puis au cours de ce dîner, être vraiment complètement tombé sous le charme et avoir très envie de vous revoir. Donc c'est pour ça que il vaut mieux faire en sorte d'être charmant, d'être, être séduisant, mais pas sans être, comme vous le disiez, petite plume, trop direct, trop tu as quelqu'un, tu as le côté je chasse quoi. D'accord, laisser finalement le dîner filer tout seul, parlant comme filer mais avec vous avez envie de la séduire et d'être le plus charmant possible. Forcément, c'est ce que dit d'ailleurs Alex. Voyez, je reçois un message au 7 21 21 qui dit laissez le charme agir, Thomas. Si cette jeune femme accepte de dîner avec vous, c'est bien déjà que vous lui plaisez. Soyez charmant et drôle, gai et attentionné, de tout cœur avec vous. Très bien dit. Il y a le valet de cœur qui dit elle seule engage quelque chose, qu'avez-vous à perdre? Si j'ai ce que j'ai à perdre finalement, c'est de plus la revoir. Même pas sûr.
Oui. Même pas sûr. Il y a quelqu'un qui vous dit faites attention hein, quand même si un gros gaillard baraqué déboule au resto. Parce que comme elle a un beau chevalier, je me battrai pour elle. Oui. Mais bon, c'est vrai que... ce dîner, oui, peut-être je me pose trop de questions. Oui, je crois. Et du coup, attention, parce que vous risquez d'en perdre votre spontanéité, votre humour, votre côté un peu, le côté un peu, ce qui fait aussi que vous lui avez plu et ce qui fait que elle a envie d'aller dîner avec vous. Ce que vous êtes, il faut vous dire, Thomas, que tel que vous êtes, vous lui plaisez. Oui. Donc pourquoi commencer à vouloir changer quelque chose, voyez, à trop en faire... Je serais peut-être trop sur la réserve. Si vraiment je sais, maintenant je sais, pour moi ce dîner, je vais être sur la réserve. Mais attendez, vous savez, dans la vie, chacun joue sa partie. S'il y a quelqu'un qui pourrait être sur la réserve, après tout, c'est elle. Parce que c'est elle qui est, d'après votre ami, et après tout, pourquoi ne pas le croire, est engagée par ailleurs. Vous êtes libre comme l'air. C'est vrai, oui. Donc cette jeune femme vous plaît, vous avez le droit de tenter votre chance. Vous ne connaissez pas son ami. Pas du tout. Bon, alors... En sachant que à ce que j'ai compris, quand on parle ensemble, c'est vrai que pour moi, elle vit dans son appartement toute seule. Oui, ils vivent même pas ensemble. Oui. Voilà, c'est ça qui me... Donc franchement, écoutez, quel âge avez-vous ? J'ai 26 ans. Oui, vous me l'avez dit. Et elle, pareil ? Pareil, elle a le même âge. Écoutez, franchement, qu'est-ce que vous attendez ? Ça se trouve, elle est peut-être avec quelqu'un depuis 2 mois, 3 mois, 1 mois. Enfin bon, qu'est-ce que vous allez vous mettre des barrières là ? C'est pas comme si on vous disait, elle est en couple, elle a des enfants, elle a... Bon, je comprendrai vos scrupules, mais écoutez, après tout, s'il y a quelqu'un qui, voyez, peut se dire, oh là là, je mets des barrières, je suis sur la réserve, c'est elle. D'accord. Finalement, je vais être comme, il faut que je sois comme d'habitude. Mais oui. Essayer, tenter ma chance, et puis, au pire, comme on dit, elle me rejettera. Écoutez, au pire, elle vous dira, c'est même pas vous rejeter, j'ai quelqu'un dans ma vie, et bon, et puis voilà. Voilà. Bon. Mais d'ailleurs, et puis peut-être que quand même, ça empêche pas. Vous savez, parfois c'est à force de persévérance qu'on y arrive. Vous pouvez dire, prenez pas l'air dépité. Parfois, il faut savoir se montrer beau joueur et dire, moi j'ai passé un moment délicieux et je serais ravie qu'on se revoie et puis l'objectif finalement, avant de savoir qu'elle avait quelqu'un, dans sa vie, qu'elle était avec quelqu'un, ce que je voulais vraiment ce dîner, c'était pour lui avouer, pour lui dire vraiment qu'elle me plaisait, que j'avais vraiment craqué sur elle. J'étais vraiment presque dingue d'elle. C'est pas bon ça. C'est pas bon. On se montre pas comme ça, de toute façon. Pas dès le début, vraiment après leur pas vraiment. Non, mais même. Oui. On montre jamais comme ça qu'on est dingue, qu'on est... Vous savez, les femmes, il faut pas... après, chaque femme est particulière, mais elles aiment évidemment être... montrer qu'elles désirées, mais pas tout d'un coup qu'on leur abandonne tout, qu'on les... voyez, qu'elles sont mises sur un piédestal, que... Elles aiment se sentir uniques dans le regard d'un homme, mais pas tout d'un coup que l'homme abdique. Abdique, c'est pas... Non. D'accord. Non. Attends, alors finalement, faut que je sois patient. Ouais, il faut y aller plus doucement. Il y a un jeu de la séduction. Laissez-la aussi avancer ses cartes. Monique vous envoie un message en disant profitez des bons moments de la vie. Il y a Alex, décidément il est très investi, il dit allez foncez Thomas, faites comme si vous ne saviez rien de sa vie. Finalement jusqu'ici vous ne saviez rien et tout se passait bien. Cette information sur son couple vous bloque, c'est tout à votre honneur d'ailleurs, mais allez-y, séduisez-nous cette donzelle, nous dit Alex. Non mais dites donc Alex. Bon et puis peut-être dimanche si vous pouvez écouter avec elle le Grand Prix du Brésil qui sera commenté sur Europe 1 par Alexandre Delperrier et nos envoyés spéciaux, c'est entre 18 et 20 heures. Voilà. Vous aurez une session de rattrapage si ça marche
marche pas le premier tour. Hein? Ouais, c'est vrai. Allez, vous nous raconterez. Promis. Il y a la fée dragée qui sort sa baguette magique pour se tendre, Thomas. Elle dit que vos rêves se réalisent. Que du bonheur, mais alors j'espère que ça va se réaliser alors. Je vous remercie. Merci bien et je vais tout faire, enfin pas tout faire, mais être comme d'habitude finalement. Mais oui, je crois. Je pense que ce qui me bloquait, c'est vraiment que c'est la première fois que je craquais autant pour une femme. Oui, c'est pour ça aussi que ça vous bloque. C'était la première fois vraiment que... Alors un petit message de Sergio qui dit si ça se trouve elle n'a personne et c'est votre ami Jérémy qui a des vues sur elle et qui vous fait croire qu'elle n'est pas libre. C'est ce que j'étais en train de penser pendant pendant que je suis avec vous, c'est vrai que... Sacré Jérémy. Pourquoi pas Ah, on ne sait pas. Après, c'est vrai que je ne vois pas souvent cet ami, je le vois vraiment... C'est peut-être qu'il vous voit venir, il se dit, oh là là, Thomas lui tourne autour, mais je mets une option. Pour rester dans la Formule 1. Allez. Hein? Donc, non, allez-y et restez tel que vous êtes surtout. Très bien. Bonne chance. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Au revoir Thomas. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir Catherine. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors je voulais d'abord vous remercier pour vos émissions. Merci. Je vais essayer de faire d'appliquer les conseils que vous avez prodigués à l'auditeur précédent. Pour rester naturel, c'est pas facile. Mais vous allez voir, vous allez y arriver. Oui. Donc moi je vous appelais parce que j'ai un gros souci de communication avec ma mère. J'ai coupé le contact avec elle depuis 3 mois. Oui. Il y a eu un élément déclencheur à cette rupture, à savoir que on est allé chez elle pour un week-end et quand on est arrivé, elle était à 11h du matin très très alcoolisée. Et j'avoue que c'est pour moi une situation très très difficile à gérer parce que c'est une situation qui me remet en contact avec beaucoup d'émotions de mon enfance, on va dire, de mon adolescence peut-être plutôt. À savoir que le compagnon de ma mère n'a eu de cesse de me harceler d'un point de vue sexuel, de l'âge de 10 ans jusqu'à ce que je parte de chez moi. Et ma mère, quand elle travaillait pas, préférait se réfugier en fait dans l'alcool. C'était pas permanent, c'était pas une alcoolique jour et nuit. C'était dans ces moments où elle avait du temps libre, je crois. Voilà. Et c'était entre autres aussi sous l'impulsion de ce monsieur qui avait aussi ses tendances alcooliques. Et donc, du fait, elle est toujours passée à côté de moi. Elle n'a jamais rien voulu voir de ce qui se passait sous ses yeux, sous son toit. Et donc, en fait, j'ai toujours eu l'impression de ne jamais avoir eu de contact avec elle. Et je crois que là, je sais pas, j'arrive à un stade où j'ai envie d'un autre mode de communication. Ben oui, ça se comprend d'ailleurs. Enfin, ça. Et en fait, ça vous fait tellement souffrir. J'ai eu un blocage. Je peux plus lui parler. J'y arrive plus. Depuis cette matinée où vous vous êtes rendu chez elle. Disons, moi, je suis restée dans mon coin parce que j'arrive pas. Alors, soit je deviens très très agressive. Mais bon, là, il y avait mon fils, il y avait mon mari, donc je suis restée dans mon coin. J'ai rien dit, mais et après, elle fait comme si de rien n'était. Tout passe comme si rien ne se passait. Donc, on n'en a pas du tout reparlé, mais bon, je pense qu'au fond d'elle, elle sait que c'est quelque chose la situation là dans laquelle j'étais, c'est une situation que j'ai jamais réussi à vivre de façon posée, quoi. J'ai jamais pu prendre du recul par rapport à ça. Je pense qu'elle a bien senti qu'il y avait un malaise, mais de toute façon, elle parle pas. Vous n'avez jamais pu en parler ensemble. Si,
Si, j'en ai parlé quand ma fille est née, parce que je ne souhaitais pas retourner là où elle vivait avec son compagnon. Elle est toujours avec cet homme? Non, il est décédé. Donc, tant que ma fille était petite et que son compagnon vivait, j'ai refusé d'aller chez elle. Et bon, elle m'a demandé quand même des explications. J'ai pas vraiment donné de détails, mais je pense que c'était assez clair pour comprendre. Et puis, comment dire, les choses... Moi, ce que je trouve effarant, c'est qu'on puisse être dans le déni à ce point, quand les choses se voient aussi à ce point. Voilà, donc j'en ai parlé jamais frontalement. Jamais. Comment en avez-vous parlé alors? Une fois par courrier, toujours au sujet de ce problème d'alcoolisme. Alors, comme dit, c'est pas une alcoolique, c'est ponctuel, c'est pas tous les jours. Elle est capable de se passer de boisson pendant des semaines, voire des mois. Mais je pense qu'à certains moments, quand elle doit avoir trop de choses qu'elle peut plus gérer, elle passe par là. Vous voyez, voilà. Donc, quand il y a eu une fois où ma sœur et moi, on a été confrontés à ce même type de problème auquel j'ai été confrontée il y a 3 mois, et on lui avait écrit un courrier. Pareil, qui mettait quand même les choses assez au clair, et elle nous a donné une réponse qui montrait que, qu'elle voulait pas voir, quoi. C'est-à-dire que pour elle, ça n'a pas existé? Oui, mais elle y fait même pas allusion. Elle dit, elle a répondu par rapport à son problème d'alcool, mais pas. D'accord. Pas elle passe. Elle fait comme si elle n'avait pas ce qui était écrit noir sur blanc. Vous aviez écrit. Non. Non, vous non plus. Vous n'arrivez pas. Moi, c'était sous-entendu. D'accord. Oui, c'était sous-entendu. Elle ramène les choses à elle et à son problème d'alcool. Oui. Elle ramène à elle, c'est ça. Même son problème d'alcool, pour elle, n'en était pas. N'en est pas un, oui. D'ailleurs, vous aussi, vous le relativisez. Alors que vous savez, j'ai envie de vous dire, Catherine, que on peut ne pas boire tous les jours et néanmoins être alcoolique. Ah ben ça, j'en suis persuadée. Oui, non, je vous dis ça parce que vous dites, vous dites que votre mère est dans un déni vis-à-vis de son alcoolisme, mais que vous-même vous intégrez en disant, elle est pas vraiment alcoolique, mais elle peut, à partir du moment où elle s'alcoolise. Comment? Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des moments où elle est tout à fait lucide. Elle est oui, pas alcoolique, mais enfin là, vous me dites que vous y êtes allé comme ça un matin, elle était déjà alcoolisée, c'est quand même assez symptomatique. Ah bah tout à fait. Pour être quand même très alcoolisée dès le matin, c'est quand même très symptomatique, ça. Oui, tout à fait. Et mais ça, vous avez beaucoup souffert au fond outre évidemment le traumatisme avec ce beau-père qui vous harcelait sexuellement, de cette absence de cette absence de relation, enfin comment on le qualifie, avec votre mère, de votre mère qui était dans sa bulle au fond, qui était dans... Ce dont j'ai envie et qui me manque, je crois, c'est d'être reconnue comme je suis. Elle me voit, mais pas du tout comme je suis. Elle se fait une idée de moi qui n'est pas moi. Elle vous voit comment? Elle me voit, la fille qui a tout réussi sans problème, avec laquelle elle n'a jamais eu de problème. Elle le dit d'ailleurs. Ça nous est arrivé d'être avec des connaissances à elle, où elle disait, moi j'ai jamais eu de problème avec mes filles, tout va très bien, elles ont tout réussi, voilà quoi. Et elle voit pas tout ce qu'il y a derrière, toute la souffrance, toute la solitude, Caroline. Affreux. Vous vous sentez très seule? J'ai toujours été. Petite enfant, oui. Oui, j'ai jamais pu. Petite, j'étais, je pense, hyper rongée par la culpabilité. Après, je pense que j'ai réussi à voir que c'était pas de ma faute et à l'admettre. Je suis passée par des phases de colère. Je suis plus dans la colère. J'arrive à comprendre qu'elle a eu ses souffrances à elle, parce que je pense qu'elle en a eu. Et voilà, et je sais pas comment avancer. Voilà, je sais pas. Je sais plus comment avancer parce que là je l'ai pas eu en ligne parce qu'on habite quand même assez loin l'une de l'autre. Je l'ai pas eu en ligne depuis 3 mois. Je pense qu'elle commence à se poser des questions, mais elle commence seulement, mais elle a aucune idée de ce qu'il y a dans ma tête, quoi. Je pense aucune, quoi. Vraiment aucune idée. Ça la rassure. Comment amener les choses, vous voyez? Qu'est-ce que vous voudriez amener comme chose
Qu'est-ce que vous voudriez? Moi, j'aimerais qu'il se crée une rencontre, mais on peut pas se rencontrer si on passe l'une à côté de l'autre. Et pour pas passer l'une à côté de l'autre, il faut quand même bien prendre en compte le passé de la personne, surtout quand il est tellement lié. Moi, il est quand même lié à ma mère, mon passé. Je veux dire, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut ne pas parler? Est-ce qu'il faut... Je sais pas quoi faire. Cette version qu'elle donne, cette image même qu'elle a de vous, la rassure, la protège, Catherine. Elle est dans un déni de la réalité. Oui. Qui est pas tout à fait, c'est-à-dire que ce qu'elle voit, votre mère, c'est que vous avez réussi. C'est-à-dire, vous me parlez de votre mari, de vos enfants. Elle retient ces images-là. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, d'une certaine façon, vous avez pu construire sur ce plan-là. Peut-être qu'elle n'a pas réussi. J'entends ça. J'entends, Catherine. Mais elle ne retient que l'aspect positif des choses. Parce qu'évidemment, tout ce qui la ramène à tout ce que vous essayez de lui dire, de votre douleur, de votre solitude, ou finalement de ces souffrances énormes de l'enfance, ça la renverrait trop à elle-même et à sa culpabilité. Et ça, c'est tellement une réalité insupportable qu'elle l'occulte. Elle est dans un déni par rapport à ça, qui la protège. Oui, mais alors au niveau comme par rapport à son alcoolisme, comme tout à fait. Elle est dans ce fonctionnement psychique. Donc je crains, Catherine, que pour le moment, ce que vous avez essayé de faire, tenter de faire par lettre, que ça reste sans réponse, ou en tout cas que vous soyez toujours dans une immense frustration, parce que elle répondra toujours à côté. En revanche, vous, ces douleurs qui sont vous d'enfant, cet abandon que vous avez ressenti, où finalement enfant vous étiez dans un abandon affectif, c'est-à-dire livré aux pulsions comme ça sexuelles de votre beau-père qui s'alcoolisait, à la détresse de votre mère, à la souffrance, qui répondait à cette souffrance parfois en s'alcoolisant, qui était peut-être perdue dans des pensées dépressives ou anxieuses, ou qui faisait qu'elle était là physiquement mais pas là psychiquement pour vous. Donc elle n'était pas là. Bon, je sais pas si elle était. Elle a eu beaucoup. J'essaie sûrement aussi. Je sais pas si c'est une protection ou quoi. Elle a eu beaucoup de mal. Elle a eu beaucoup de mal avec ma sœur et moi, parce que mon père, lui, nous a dit de partir de chez lui quand j'avais 10 ans, justement. Elle s'est retrouvée sans rien, sans argent, sans appartement. Elle a toujours essayé de faire face, quoi. Mais par ailleurs, effectivement, elle n'était pas là, oui, en effet, oui. Non. Et je pense qu'elle a eu son lot, vous voyez, son lot. Mais Catherine, certainement, mais si vous voulez, là, vous raisonnez aujourd'hui en tant qu'adulte, évidemment, et vous pouvez dire aujourd'hui, en tant qu'adulte, que votre mère n'a pas agi comme ça volontairement, et que tout à fait. Elle a eu son lot de douleurs et de souffrances. Mais l'enfant qui a grandi trop vite prématurément vous hante. Ah oui, complètement. Oui. Parce que finalement, cet enfant-là exige la satisfaction de besoins qui n'ont pas été reconnus en temps voulu. C'est vrai que ce que vous dites, j'ai vraiment eu le sentiment déjà moi de pas avoir eu d'enfance, quoi. Voilà. Oui, on parle parfois d'enfance blanche, comme on parle de mariage blanc, c'est-à-dire de tout ce qui est non consommé, inachevé. Et si vous voulez que tout ce qui n'a pas pu être suffisamment vécu pour être intégré et dépassé, ça se transforme un peu en fantôme.
Et donc c'est important de travailler finalement, de se reconnecter comme ça à son histoire, et pas seulement de la rationaliser une fois adulte, parce que là vous êtes l'adulte qui encore, comme l'enfant petite, trop tôt prend en charge ses parents. Oui. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en souffrance, mais au contraire de donner la parole à l'enfant malheureux qui est en vous. Et parce que plus on connaît son histoire, plus on se l'approprie, plus on s'en libère et plus on devient autonome, si vous voulez, psychiquement. Parce qu'une souffrance qui est vraiment assumée, comprise, digérée, elle perd son pouvoir de nuisance. Oui. Voyez, alors que là, vous êtes toujours dans cette attente. Et on voit toujours relié à votre mère, où vous attendez d'elle quelque chose, tout en sachant au fond que pour le moment, elle peut pas vous le donner. Je sais pas. Ce qui me, à la limite, sincèrement, moi, là, ne plus avoir de contact, ça me fait mal au cœur parce que je sais qu'elle doit souffrir de ça. Vraiment, elle doit beaucoup en souffrir parce que déjà, elle doit pas comprendre. Mais moi, voilà, ça me gêne beaucoup de ce point de vue-là. Après, je peux rester, 3 mois sans l'appeler. Ça m'a pas... Oui, mais vous voyez comme vous êtes encore dans la préoccupation, en vous disant, elle doit pas comprendre, oui. Vous vous souciez presque plus d'elle que de vous. Mais c'est un souci quand même. Oui, mais peut-être que c'est une étape. Voilà, j'ai pas envie de la faire souffrir. Catherine. Oui, mais votre souffrance à vous, c'est peut-être une étape. Ouais. Pour le moment, il y a des moments où, comme le dit Myriam, être face au déni quand on a extrêmement souffert, c'est destructeur. Myriam le dit. Et ne pas voir votre mère, c'est peut-être une phase. Elle parle bien de phase nécessaire. Parfois, la mise à distance est nécessaire. La mise à distance, c'est pas la séparation définitive. Oui. C'est une façon de vous protéger. Oui. Oui, tout à fait. Oui, mais c'est inconscient. Enfin, le fait que je l'ai pas appelé, je l'ai pas fait exprès. Ça s'est fait comme ça au fur et à mesure. C'est une façon de vous protéger. Oui, je pense, oui. Mais bon, ceci dit, elle appelle, elle a eu mes enfants, et je pense qu'elle m'envoie des mails, et là, je suis tellement allée, maintenant, je trouve que c'est long, 3 mois, je sais pas quoi dire, comment faire, que je sais pas quoi faire. Parce que... Moi, je crois qu'il faudrait que vous en parliez, mais pas à votre mère qui ne peut pas vous entendre aujourd'hui. Ouais, bon, j'ai fait des psychothérapies, ça fait 15 ans que je suis suivie par... Pourquoi D? Vous avez... 3 personnes qui m'ont suivie. 3 personnes successivement? Oui. Avec des thérapies un peu différentes. Mais ça m'a jamais apporté d'aide. J'ai pas eu le sentiment j'ai jamais eu le sentiment d'avancer. J'ai pu exprimer des choses. Je suis tombée sur une personne qui finalement me renvoyait des choses très négatives de ma mère, qui entre guillemets me tapait sur ma mère. C'est pour ça que je suis partie, parce que je trouvais que ça n'avait pas lieu d'être. Et puis j'ai recommencé avec quelqu'un d'autre. C'est pas à elle de le faire, non? C'est pas... Non. J'ai pas réussi. Alors peut-être ça vient de moi aussi. J'ai fait des thérapies familiales aussi, parce que ma fille a eu aussi de gros soucis liés aux miens, parce que ma fille c'est une éponge affective. Et très petite déjà, sans rien lui dire, elle avait des problèmes qui étaient en lien avec ceux que j'avais pu avoir. C'est assez terrible. Donc j'ai fait aussi des psychothérapies familiales. Et j'ai jamais eu le sentiment de me libérer. Jamais. J'ai avancé par rapport à moi-même, parce que quand même, malgré tout, je dirais il y a 10 ans, ou il y a même 20 ans, j'étais de loin pas comme je suis actuellement. Voilà, je suis toujours incapable. Là, par exemple, je sais pas, j'aurais pu dire à ma mère en face le lendemain, écoute, je supporte plus ton attitude, j'ai pas à supporter, je m'en vais, ou je sais pas. Mais non, je suis bloquée, complètement bloquée. Je peux pas parler.
Oui, non, mais c'est pas tant le problème de pas arriver à parler directement à votre mère. C'est on sent que vous la protégez beaucoup, mais de toute façon, ça ne peut être que long compte tenu de l'histoire que vous avez. Mais quand vous dites je suis bloquée, je sais pas qu'est-ce qui bloque. Vous êtes bloqué par rapport à quoi ? Est-ce que vous avez le sentiment de solitude, de douleur ? Est-ce que ça vous avez pu un peu vous en libérer ou pas avec les thérapies ? Oui. Quand même. Oui. Je suis bloquée dans le sens où, mais je crois qu'effectivement vous mettez le point dessus, c'est que je la protège et que j'ai peur de lui mettre les choses en face, mais je ne sais pas s'il faut passer par là. Est-ce qu'il faut lui dire les choses en face telles qu'elles ont été ? Pas forcément. Voilà, parce que de toute façon, elle veut pas les voir. Mais pas forcément. C'est pour ça que je vous dis, le problème n'est pas tellement là. Mais c'est là où je me sens bloquée, moi. Mais non, mais c'est comme s'il y avait un impératif de... Je ne sais pas si vous me dites il faut, je n'ai pas de réponse à vous donner. Chacun fait comme il le sent, comme il n'y a pas... Mais là, ce que je sens, c'est que j'aimerais passer à une étape où elle me voit, oui, comme je suis, avec mes souffrances passées, avec mes énormes difficultés qu'elle a jamais vues. Jamais. À tous les niveaux. Enfin, vous aimeriez lui dire que vous avez souffert. C'est comment on peut avoir une vraie relation en passant à côté de ça. Mais parce que elle-même, et vous savez bien que, enfin, Catherine, quand on est soi-même très en souffrance, finalement, la souffrance fait qu'on est autocentré sur soi. Oui. Or, votre mère, contrairement à vous, n'a fait aucun travail sur elle-même. Non. La souffrance, la seule solution, évidemment, entre guillemets, qu'elle a trouvée, c'est de l'anesthésier par moment avec de l'alcool. Tout à fait. Elle s'anesthésie. Tout à fait. Mais donc, elle n'a pas le même, elle n'a pas les mots, elle, pour mettre dessus. Donc, elle doit être par moment, quelque part, vous l'agressez quand vous parlez de votre souffrance. Vous voyez, elle se réfugie, elle veut pas entendre. Tout à fait, oui. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas pour rien non plus qu'elle était alcoolisée quand le jour où on est venu, parce qu'on va très peu chez elle. Certainement. Elle devait être angoissée. Oui, je n'aime pas du tout aller chez elle parce que c'est là où elle a vécu avec son compagnon et que moi, c'est pareil, ça me remet en contact avec mon passé. Enfin, donc je déteste aller chez elle. Et donc on y va très très peu. Oui. Une fois qu'on venait, et je me suis dit bien évidemment qu'il y avait un lien de cause à effet. Oui. Que c'est parce qu'on venait justement que... Oui. Et quelque part peut-être elle montrait aussi sa souffrance à elle. Parce oui. qu'elle est là. Voilà. Mais dans ces conditions... Il doit y avoir de la souffrance et de la culpabilité. Dans ces conditions, pour moi, il n'y a pas de vraie relation qui peut s'établir et j'ai plus envie d'une fausse relation. Mais c'est compliqué d'être dans une relation de vérité, de sincérité. Ce que vous avez fait en étant dans cette démarche aussi de thérapie, avec toute la difficulté que ça suppose d'être en face de vous-même, ce que votre mère ne peut pas faire. Elle est dans la fuite. Ah oui. Et oui. Et à un moment, c'est ça aussi, c'est-à-dire que vous êtes très différente dans votre façon de réagir. Oui. Dans votre façon d'être. Donc, solution, faut que j'accepte les bons moments avec elle comme ça, mais je dirais, moi, superficielle. Finalement. Pour moi, ça reste superficiel. Parce qu'il n'y a pas la profondeur. Pas forcément, si vous n'en attendez pas. Je pense que vous pourrez d'autant mieux lui dire des choses et qu'elle sera peut-être plus à même de les recevoir si vous en attendez moins d'elle. Alors maintenant, ma question est pratiquement comment renouer le contact. Je la rappelle et je lui dis quoi ? Je t'ai pas appelé pendant 3 mois parce que bon... Parce que quoi ? Oui, mais parce que quoi ? Allons jusqu'au bout. Parce que quoi ? Parce que j'avais plus envie. Parce que je pouvais plus. Franchement, parce que c'était douloureux pour moi. C'est là aussi d'aller au fond des choses.
Parce que c'était douloureux pour vous de... Oui, voilà, oui. C'est là où vous pouvez aussi dire, c'était douloureux pour moi de ne pas de se voir sans pouvoir vraiment se parler. Et la dernière fois, quand je suis venue, tu n'étais pas en état. Oui, c'est clair. Oui. Ça peut se dire aussi. Et c'était difficile pour vous de l'avoir dans cet état-là. Ça peut se dire sans que ça soit culpabilisant. Oui, c'est la façon de le dire qui est importante, oui. Et dire que ça vous a ramené à votre enfance. Ça a réveillé trop de souvenirs douloureux. C'est une façon de dire les choses. Ouais. Alors, il y a aussi que j'ai voulu passer par cette étape, puis après je me suis dit, ah non, pas par téléphone, c'est froid, c'est distant, c'est... Vous auriez encore des choses à travailler, hein. Oui, sans doute, oui. Ouais. Je pense, parce que vous protégez encore beaucoup votre mère. Je ne dis pas qu'il faut l'accabler. Ce n'est pas du tout mon propos. Ce n'est pas au thérapeute qui vous suit d'accabler votre mère. Peut-être que votre thérapeute, volontairement, à un moment, a un peu exprimé de l'agressivité à l'égard de cette mère qui ne vous a pas protégé, de fait. Oui. Bon, elle a sa souffrance, certes, mais en tant que mère, elle ne vous a pas protégé. C'est aussi un fait. Oui. Bon. Et le thérapeute est là pour vous entendre, vous, dans votre souffrance. C'est tout votre paradoxe aussi, hein, Catherine. Vous avez besoin d'être reconnu, d'être entendu dans votre souffrance, et en même temps, quand vous avez en face de vous un thérapeute qui vous entend, qui accueille cette souffrance, et qui finalement dit que en face de vous, votre mère ne vous a pas soutenu et protégé, vous rejetez ce thérapeute. Vous voyez toute votre ambivalence aussi, hein. Bon, donc d'accord, elle est dans l'incapacité de le faire, mais j'en ai perdu le fil de ma pensée. Ce que je voulais dire par là, c'est que votre mère vous êtes à la fois dans une démarche de protection vis-à-vis d'elle, mais pas suffisamment vis-à-vis de vous. Donc il y a quelque chose quand même à travailler. Comme dit Myriam, ne pas s'autoriser à ressentir, exprimer votre violence envers votre mère vous entrave. Je dirais aussi votre agressivité. Peut-être plutôt que violence. Parce que l'agressivité, c'est aussi quelque chose de sain. Oui. Voilà. Et je pense que c'est effectivement, je rejoins assez Myriam, quelque chose qui vous entrave. Je pense qu'il faut que vous... Je ne sais pas si vous avez pu l'exprimer lors de thérapie. Oui, et j'avais l'impression d'avoir. Je suis passée par une période où j'ai eu beaucoup de colère, beaucoup d'agressivité, oui, beaucoup. J'avais l'impression d'avoir réussi à passer à autre chose, quoi. Moi, je crois qu'il y a des choses qui restent quand même à travailler. Ouais. Bon, moi, je vais reprendre des contacts. Mais je suis embêtée parce que j'étais partie sur une idée, je viens de la perdre là. Bon, je suis désolée, ça peut arriver. Vous aviez dit que j'avais besoin d'être reconnue, d'être entendue, et donc je sais pas si c'était ça. Oui, c'est à propos de la reconnaissance. Ouais, et que paradoxalement, finalement, quand j'étais entendue, voilà, je passais à autre chose. Finalement, je crois peut-être que ça me fait peur quelque part. Non, vous en avez besoin aussi, mais c'est très compliqué parce que votre mère vous l'aimait aussi. Oui, vous l'aimez, voilà, oui. Et vous pensez que si on l'attaque, voilà, c'est on va la détruire ou quoi. Pas du tout. C'est à un moment, je crois qu'il y a aussi, vous pouvez exprimer, on peut exprimer de l'agressivité sans pour autant l'attaquer et la détruire. Vous voyez, on est fondamentalement ambivalent dans nos relations. Voilà. Mais vous attendez d'elle quelque chose qu'elle n'est pas à même de vous donner pour le moment. Ah oui. Voilà. Oui. Donc, attention à ça. Ouais. Voilà. Bon,
vous me conseillez quand même de reprendre contact par téléphone. Oui, bien sûr que vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, même si vous ne dites pas au téléphone. Et je pense qu'elle vous posera pas de questions. Hein. Elle sera heureuse de vous entendre. Non. Elle sera heureuse de vous entendre. Voilà. Je trouve ça terrible. Elle ne peut pas, Catherine, pour le moment. Elle ne peut pas. Dites-vous ça. Ouais. Bon courage en tout cas. Merci beaucoup pour vos conseils. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Très belle nuit à vous, faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h, vous écoutez Europe.